C'est l'heure du second débat de ce Sens Public. Il porte sur les réformes annoncées ou envisagées par le président de la République et son nouveau ministre de l'Éducation, Gabriel Attal. L'interdiction de l'abaya, des vacances plus courtes pour les élèves en difficulté, le renforcement des savoirs fondamentaux et bien sûr, la dernière annonce, l'expérimentation du port de l'uniforme à l'école. Une tenue unique pour un débat récurrent. Jérôme Ravier. C'est un débat que Pape Ndiaye ne voulait pas ouvrir, mais son successeur à l'Éducation nationale compte bien le lancer dès sa première entrée. Gabriel Attal veut avancer sur le dossier de l'uniforme à l'école. Je ne sais pas si l'uniforme est une solution un peu miracle qui permettrait de régler les problèmes de harcèlement, d'inégalité sociale, de laïcité et autres. Ce que je sais, c'est que c'est un débat qui est présent dans le pays depuis un certain temps. Et moi, je pense qu'un débat, il faut toujours le faire progresser. Une demande ancienne de la droite et de l'extrême droite pour éviter les inégalités vestimentaires, mais également fermer la porte aux vêtements à la frontière du religieux, comme l'abaya récemment interdite. À la tête des Républicains, Éric Ciotti salue la mesure et demande que les Alpes-Maritimes bénéficient de l'expérimentation, comme les maires Rassemblement National de Perpignan et Béziers. Le président de la République veut laisser sa chance à l'initiative, mais pas forcément avec un uniforme trop strict. Il y a aussi la tenue unique. Sans avoir un uniforme, on peut dire, vous vous mettez en jean, t-shirt et veste. La question de la tenue unique, qui n'est pas l'uniforme, qui à mon avis est plus acceptable, peut paraître un peu moins strict d'un point de vue disciplinaire, elle règle beaucoup de sujets. S'il veut aller plus loin, le gouvernement pourra s'appuyer sur des propositions de loi comme celle déjà déposée au Sénat sur le sujet, mais qui vise une généralisation. D'ici là, le ministre précisera à l'automne les modalités d'une expérimentation dans certains territoires. Plusieurs syndicats d'enseignants dénoncent, je les cite, une vision passéiste de l'école d'Emmanuel Macron. On en débat tout de suite avec Cédric Vial. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes sénateur LR de la Savoie, membre de la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication ici au Sénat. Laurence Decoq, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, historienne de l'éducation, enseignante au lycée dans le supérieur et puis auteur de ce livre École, publié dans la collection Le Mot est faible et c'est aux éditions Anamosa. William Lafleur, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, alias Monsieur le Prof, pour ceux qui vous suivent sur les réseaux sociaux, auteur de L'ex plus beau métier du monde, qui vient de paraître chez Flammarion, prof d'anglais pendant 12 ans, je crois, et vous venez de quitter l'éducation nationale, c'était là il y a quelques jours. Bon, ben voilà, vous allez nous raconter tout ça. Laetitia Krupa, éditorialiste politique, est restée à mes côtés. Alors, il y a plein de thèmes à aborder dans ce débat, et on va parler quand même beaucoup de vêtements. Je commence par l'expérimentation d'une tenue unique. Voilà, je vais prendre ces termes qui sont peut-être les plus précis dans certains départements. Cédric Vial, est-ce que vous y êtes favorable ? Très honnêtement, j'ai des doutes sur l'efficacité d'une telle mesure, donc je ne suis pas radicalement contre. Je pense que ça mérite d'être essayé. Peut-être qu'il faut expérimenter. À titre personnel, je pense que c'est plus un fantasme qu'une mesure. Un fantasme, c'est quelque chose qu'on idéalise. C'est une mesure dont on pense qu'elle aura toutes les vertus, qu'elle va résoudre tous les problèmes auxquels on ne s'est pas attelé ou auxquels on a refusé de s'atteler. Et je pense d'ailleurs que, comme tous les fantasmes, c'est fait pour ne pas être réalisé, parce que quand on les réalise, on s'aperçoit que ce n'est pas aussi bien qu'on le pensait, pas assez efficace. Et puis surtout, après, on n'a plus d'idéal auquel on pense, quoi. Donc j'ai peur qu'aujourd'hui, il y a plein de problèmes à l'école. On a l'impression que l'uniforme va tous les résoudre. Oui. Je ne pense pas que ce soit le cas. Après, ce n'est pas forcément une mauvaise mesure. Je pense que ça peut être essayé, mais il faut l'expérimenter avant de le rendre obligatoire. Oui, et alors c'est d'ailleurs ce que propose le ministre de l'Éducation nationale, qui lui-même, moi je l'écoutais sur RTL, si je ne me trompe, il y a 2 jours. Bon, il disait on va le tester, hein, et il ne disait pas ça va régler tous les problèmes d'un coup de baguette magique. Laurence Decoq, est-ce que vous dites essayons, après tout, ou alors de toute façon ça ne sert à rien, ce n'est pas dans notre culture, d'autres pays le font, ok, mais pas nous? Je dis il y a vraiment d'autres priorités. Oui. Vraiment. Je pense que c'est un effet d'annonce qui n'a mais strictement aucun intérêt, si ce n'est celui de détourner les regards sur des choses qui sont beaucoup plus importantes. On va parler des choses également importantes. Nationale. Et puis, ce sont des effets d'annonce, celles sur les uniformes en tout cas, qui s'inscrivent aussi dans un passé, c'est-à-dire que c'est régulier. Régulièrement, on nous ressort aussi cette idée d'uniforme. Ce qu'il faut voir derrière, en fait, c'est... Et on dit le retour de l'uniforme, il n'y a jamais vraiment eu d'uniforme, il y a eu la blouse pour se protéger de l'encre, mais il n'y a jamais eu vraiment d'uniforme. Tout à fait, merci de le rappeler, c'est un effet de discours. Et donc, en fait, ce que ça charrie
comme image, c'est l'image d'un moment où l'école a fonctionné. Et ce moment, un peu fantasmatique, vous avez raison, c'est le moment de l'école républicaine, des encres violettes, de cette école de Jules Ferry, etc. Ce moment où il y avait l'autorité du maître, même bien avant encore. Or, ce moment-là, quand on est historienne de l'éducation, on sait qu'il n'a jamais existé. Donc on voit bien que c'est aussi une façon de faire passer... Peut-être qu'on respectait un peu plus le maître. On peut faire une émission dessus. Je peux vous dire que... Vous n'êtes pas catégorique. Moi, quand je dis ça, je véhicule un cliché. Des histoires du chahut, on en a, ça existe. Et le chahut, c'était très important. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est que ça charrie une certaine image de l'école. Voilà. Et c'est ça qui est visé, je pense, par la campagne de communication autour de l'uniforme. Et cette image de l'école, on a envie de dire stop, elle n'a jamais existé, passons aux choses sérieuses. Et alors, on parlera du reste, évidemment, même si on va rester sur les questions vestimentaires juste après, mais je voudrais aussi vous entendre là-dessus. Je commence par on va dire, le plus pointu, et puis ensuite on élargira évidemment William Lafleur, mais est-ce que ça vous aurait simplifié la vie, vous, de temps en temps, que vos élèves aient une tenue unique? Pas du tout, je vois vos yeux, dites-moi. Moi j'ai été... C'est la dernière de vos préoccupations. Mais oui, en fait, qui sont les enseignants qui réclament l'uniforme Où est-ce que Gabriel Attal a eu cette idée? Enfin, personne n'a jamais réclamé ça. Ça n'a aucun intérêt. Effectivement, les ados s'habillent déjà quasiment tous pareil. Non, ça ne va pas résoudre grand-chose. Les problèmes qu'on a en classe, ça peut être le comportement, ça peut être la dissipation, ça peut être le manque de moyens, évidemment. Oui, mais alors on peut dire aussi que c'est un vecteur de cohésion au sein d'un établissement, par exemple, qu'il y aura peut-être moins de marqueurs sociaux d'un élève à l'autre. Enfin voilà, je porte les arguments de ceux qui défendent la tenue unique. J'ai travaillé dans un établissement anglo-saxon où l'uniforme était de rigueur. Ça ne m'empêchait en rien de connaître le statut social des élèves, parce qu'il y avait ceux qui pouvaient changer d'uniforme tous les jours, il y a ceux qui étaient rapiécés, il y a ceux qui avaient des très belles chaussures ou un très beau sac. Donc on a toujours un moyen de montrer à quel groupe social on appartient. Donc ça ne va pas résoudre ça. C'est un marqueur de droite, Cédric Vial? Est-ce que Emmanuel Macron et Gabriel Attal font un clin d'œil à la droite en parlant du retour de l'uniforme? Je mets plein de guillemets. Je ne sais pas si c'est un marqueur de droite ou républicain, mais je pense qu'on en fait un faux débat, parce qu'on parle de l'uniforme à chaque fois qu'on parle de problèmes de laïcité. On parle d'uniforme à chaque fois qu'on parle de problèmes de marqueurs sociaux, etc. Et je pense, comme je disais tout à l'heure, que ça ne résoudra pas ces problèmes. Là, je suis assez en phase avec vous. Je pense que l'uniforme, par contre, il peut faire partie de... donner un sentiment d'appartenance à un groupe, à une collectivité, donc éventuellement à une collectivité qui véhicule des valeurs, et des valeurs républicaines, je pense qu'on en parlera peut-être. Et je pense que c'est ça qui est le plus fort. On voit l'image ici, quelque part, quand vous faites partie de cette classe, vous voyez tous les élèves avec le même uniforme, ça donne un sentiment d'appartenance, peut-être un sentiment de fierté, avec des inconvénients, peut-être de solidarité. Et je pense que s'il y a un effet positif, il est plus à rechercher ici qu'à rechercher là la manière d'éviter de traiter les autres problèmes d'inégalité sociale ou de laïcité par l'uniforme. Où là, je pense que c'est pas la bonne porte d'entrée. Alors la défense de la laïcité, c'est évidemment l'argument principal qui justifie, et je vous l'avais dit, on va parler beaucoup de vêtements, la décision de Gabriel Attal. Il a annoncé l'interdiction des abayas. Selon le bilan du ministère, dans la journée d'hier, donc rentrée scolaire, 298 adolescentes ont bravé l'interdiction. Ce lundi, 67 ont refusé de retirer leurs abayas et sont rentrées chez elles. Et alors, pour la secrétaire générale du syndicat SNES-FSU, c'est drôle, c'est un peu le discours que vous tenez. Cette question des abayas, là on était sur le port de l'uniforme de la tenue unique, elle dit la même chose sur les abayas, ça ne doit pas masquer les vraies questions de la rentrée. On regarde l'ensemble des problèmes que connaît, enfin des sujets, je dirais, que connaît aujourd'hui l'éducation nationale. Passer autant de temps sur les abayas, oui, c'est disproportionné. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il peut y avoir un sujet dans certains établissements. Je l'ai dit, on va pas le sous-estimer, on va pas le surestimer non plus. Et on va quand même faire une rentrée. On va manquer de professeurs. On sait qu'il faut recruter 329 000 enseignants d'ici 2030, premier degré et second degré, pour faire face au départ à la retraite. Ça veut dire, enfin 2030, c'est demain. Donc ça veut dire accélérer sur la question de l'amélioration de conditions de travail et de la revalorisation. Et on nous parle des abayas. Alors, on reviendra sur le manque de moyens, c'est promis en général dans cette émission, je tiens mes promesses, mais là je reste sur la question des abayas. William Lafleur, je m'appuie sur votre expérience de professeur. Peut-être
ou peut-être des proviseurs avec lesquels vous travaillez, est-ce que ça va leur simplifier la vie quand même, d'avoir une règle claire maintenant? Oui, j'imagine qu'avoir au moins une règle, qu'on ne les laisse pas faire les choix eux-mêmes, c'est d'accord, ça peut les aider, mais donc on parle de 300 élèves sur 12 millions. Ça va aider quelques chefs d'établissement. Est-ce que c'était si peu que ça? Parce que la Sophie Vénétité disait quand même il ne faut pas surestimer, mais pas sous-estimer ce qui était en train de se passer. Donc il y en a 300 sur 12 millions. Est-ce que c'est peu? Gabriel Attal a dit qu'il avait pris cette mesure aussi après les remontées. Il a beaucoup été voir les principaux, ceux qui dirigent les établissements scolaires. Et donc ce serait une concertation avec les personnes qui sont responsables de ces établissements qui auraient eu pour conséquence cette mesure. C'est ce qu'il dit. Quand est-ce qu'il est allé les voir? Il a été nommé en juin, les vacances étaient en juillet. Vous ne l'avez pas vécu, ça, dans les établissements dans lesquels vous étiez? Non, je n'ai jamais eu de problème de tenue religieuse. Cédric Viala. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Oui, il y a plein de problèmes dans l'éducation nationale. Mais là, on est sur une question de principe. Et sur les principes, le but, c'est de ne pas transiger. Donc, de ne pas laisser, même un petit peu, se développer sous prétexte qu'il y aurait d'autres choses plus importantes à traiter. On laisserait. Parce qu'une fois qu'on laisse la brèche ouverte, on a déjà perdu. C'est une question de principe. La laïcité, c'est un principe de la République qui est inscrit dans la Constitution. Il y a une loi aujourd'hui qui est la loi de 2003, enfin 2004, qui la détermine. On n'a pas changé la règle, d'ailleurs, à la rentrée. On s'appuie sur la règle qui est la loi de 2004 qui permet d'interdire l'abaya. Le seul problème, c'est qu'on a laissé un flottement et laissé des capacités d'interprétation au niveau local qui donnaient le sentiment à tous les chefs d'établissement qui ne seraient pas forcément soutenus dans une position qui pourrait être la leur par leur hiérarchie. Là, le seul point que j'estime vraiment positif de cette rentrée, c'est qu'on a donné un signe politique fort aux chefs d'établissement en disant « votre hiérarchie vous soutiendra ». Voilà. Et appliquez la règle, appliquez la loi, votre hiérarchie vous soutiendra. Et pour l'instant, ça marche. Mais c'est le jour de la rentrée. On sait très bien comment ça fonctionne. Ils vont laisser passer un peu de temps et on sait qu'il y aura d'autres tentatives tout au long de l'année. Et on y consacrera un débat complet dans quelques jours dans cette émission, mais avec un peu de recul sur l'application, pas seulement 1 ou 2 journées d'évaluation. Et justement, si on essaie de prendre le recul, Laurence Decoq, et je m'adresse à l'historienne, sur si on peut faire un bilan de cette loi de 2004 sur l'interdiction, alors j'allais dire du voile islamique, mais des signes extérieurs ostentatoires, ostensibles, merci, de religion. Finalement, ça s'est bien passé, mal passé? Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Je peux en dire plusieurs choses. D'abord, la première chose, c'est que cette loi, c'est l'aboutissement de presque 2 ans de discussion. Donc c'était quand même une époque, il y a 20 ans, où on prenait le temps de réfléchir à des aspects sociaux pour ensuite statuer, dans un sens ou dans un autre. C'est le produit d'une commission, la commission Stasi. Il y a eu beaucoup d'auditions de chefs d'établissement. Certains étaient pour, certains étaient contre. La commission était très, très partagée, par ailleurs. Et ça a fait débat dans la société. C'est des débats qui ont aussi filtré dans les médias, etc. On a pris notre temps pour en parler. J'insiste là-dessus parce que la question des abayas, elle nous est tombée sur la tête en septembre. Personne n'y avait véritablement réfléchi et c'est simplement en effet une remontée non pas de rencontres avec des chefs d'établissement, mais de données dans un logiciel qui recense ce qu'on appelle des atteintes à la laïcité, lesquelles ne sont d'ailleurs pas tout à fait claires. C'est pas vraiment arrivé en septembre, donc, soyons justes. Si, la question de l'interdiction des abayas, le sujet a commencé à monter. Il y avait même des recensements. Elle nous a tous surprises le jour de la rentrée. C'est la décision de l'interdiction qui peut être une surprise, donc, pas le phénomène. Maintenant, pour reprendre votre question, la loi de 2004, elle a eu des effets dont on n'a pas encore tiré complètement les bilans. Elle a eu des effets, je vais être très, très nuancée, elle a eu des effets positifs dans beaucoup d'établissements, positifs dans le sens où ça n'a plus été une question. Le port du foulard, c'est-à-dire que voilà, les jeunes filles elles l'ont enlevé en entrant et puis voilà, ça s'est apaisé. Ça n'a plus été une question au sens, moi j'ai connu, j'étais enseignante à Nanterre à cette époque-là, où on n'en parlait pas, c'était une non-question. Et donc la loi était appliquée. La loi était appliquée, la loi a toujours été appliquée. Bon. Mais elle a eu des effets aussi qu'on n'a pas encore suffisamment quantifiés, qui est le nombre de jeunes filles qui ont quitté l'école publique parce qu'elles souhaitaient garder le foulard et qui donc sont allées en école privée, et donc aussi des effets de déscolarisation de jeunes filles dans les quartiers populaires. On n'a pas encore d'enquête très précise là-dessus, mais c'est un bilan qu'on doit tirer pour faire véritablement un bilan objectif de cette loi de 2004. Et je termine juste sur quelque chose là où je vous rejoins.
La loi de 2004 permettait de travailler la question des abayas autrement que par une interdiction sur une circulaire qui va peut-être être retoquée par le tribunal administratif, d'ailleurs on n'en sait rien. Elle permettait de la travailler en prenant son temps. Voilà. Et ça n'a pas été le choix qui a été fait. Ce qui est sûr, c'est que c'est approuvé par une large majorité de Français. Si l'on en croit notamment ce sondage IFOP pour Charlie Hebdo, 81% des personnes interrogées approuvent la décision d'interdire le port de l'abaya. Ça explique peut-être aussi le choix de Gabriel Attal. On en parle tout de suite avec Tam Tranui qui peut me rejoindre sur ce plateau. Rebonsoir Tam. Gabriel Attal, dont on va parler maintenant, fait-il de l'anti-Pape Ndiaye sur cette question des abayas? C'est un sujet, l'abaya, qui a en tout cas rythmé le bref passage de Pape Ndiaye à l'Éducation nationale. Une année et de nombreuses temporisations de la part de l'ancien ministre. Une année et de nombreuses questions d'actualité au Sénat posées souvent à la droite de l'hémicycle sur ce sujet. Retour au mois de novembre 2022. Le ministre est interpellé à 2 reprises sur l'abaya. Écoutez. Monsieur le ministre, face à ces dérives répétées en Montauban comme ailleurs, allez-vous clairement indiquer que le port de l'abaya est une atteinte délibérée au principe de laïcité et n'a pas sa place à l'école? À propos de ces abayas, il y a une loi. C'est la loi de 2004. Et le législateur avait précisément prévu que différentes itérations de vêtements à intention religieuse pourraient se produire par la suite. Le caractère de cette loi, c'est que c'est une loi à dimension générale qui s'applique à de multiples situations. Et par conséquent, notre boussole, c'est de faire observer la loi. La loi de 2004, vous en avez parlé sur ce plateau. Qu'est-ce qu'elle dit exactement? Elle dit dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Bien sûr, pas de mention explicite de l'abaya et donc une loi insuffisante aux yeux de certains sénateurs. Retour au même jour. Quelle est la doctrine de l'Éducation nationale sur l'abaya au regard de la loi? Vous n'avez pas répondu, monsieur le ministre. Est-elle considérée comme une manifestation ostensible d'appartenance religieuse? D'un point de vue juridique, l'abaya n'est pas simple à définir. Nous serions contournés la semaine suivante par une longueur de robe, par une forme de col, par tel ou tel accessoire qui prolongerait de semaine en semaine et multiplierait les circulaires et nous emmènerait directement au tribunal administratif et nous perdrions au tribunal administratif. Voilà, l'ex-ministre a beau se dire ferme sur le sujet, il refuse donc de définir et d'interdire l'abaya, anticipant un échec devant le tribunal administratif. Pape Ndiaye, justement, est-ce qu'il a évolué lors de son passage au gouvernement sur cette question? Pas d'un iota. Oui. Voilà ce qu'il nous disait au mois de juin. Écoutez. Nous n'allons pas éditer un catalogue de centaines de pages avec des formes de manches ou de couleurs. On ne s'en sortirait pas d'un point de vue juridique. Effectivement, l'appréciation du caractère religieux ou pas, ce sont les chefs d'établissement qui doivent l'apporter. Notez qu'en même temps, le ministre dit à plusieurs reprises qu'il n'a pas la main qui tremble, mais sa position est interprétée comme un nouvel atermoiement. Les chefs d'établissement réclament des consignes claires, les voilà donc en position d'arbitre souverain. Ouais, et les décisions de Gabriel Attal, on comprend, elles tranchent vraiment avec celles de son prédécesseur. Au niveau de la forme, au niveau du fond, on a bien tourné la page Pape Ndiaye rue de Grenelle, là où Pape Ndiaye jouait plutôt la défense sur ces sujets. Gabriel Attal s'est montré très offensif, il a même manœuvré pour que l'on ne parle que de l'abaya en cette rentrée, c'est réussi. Un thème qui divise à gauche et sur lequel la droite ne peut que lui apporter son soutien, elle qui a réclamé tout de même toute l'année dernière, on l'a entendu, l'interdiction de l'abaya. Hier, voilà Emmanuel Macron qui a défendu lui aussi l'interdiction de l'abaya, prônait une application stricte de la laïcité. Reste un zigzag gouvernemental, un grand zigzag entre le mois de juin et cette rentrée, comme si l'exécutif avait oublié toutes ses positions passées pendant les grandes vacances. Merci beaucoup, Tam Tranui. Cédric Vial, je me tourne vers vous sur cette hypothèse. Effectivement, tribunal administratif risque de voir les décisions et cette interdiction cassée. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais moi, je ne serais pas aussi dur que beaucoup de mes collègues sur Pape Ndiaye, parce que je pense qu'il est... Son plus gros défaut, ça n'a pas été d'être
conciliant avec les abayas, c'est d'avoir été conciliant avec ses services. Probablement parce que les associations, les services du ministère tiennent ce genre de discours juridique pour dire mais il faut faire attention, etc. Et donc, il ne faut pas faire de vagues. Et on renvoie la décision au niveau local sur les chefs d'établissement. C'est plutôt un manque de courage politique. C'est ça, je pense, qu'on a retrouvé chez Gabriel Attal sur ce point-là. La loi, encore une fois, elle est très claire. Sur les recours devant les tribunaux administratifs. Oui, il y en aura probablement, mais aujourd'hui, je pense qu'en tout cas, sur les premiers cas, on n'aura pas trop de difficultés. La loi, elle est assez claire, vous l'avez cité tout à l'heure, elle fait une phrase, tout signe d'appartenance, tout signe ostensible d'appartenance religieux. C'est pas le fait de savoir si le vêtement est un vêtement religieux ou pas. Ils auraient un t-shirt marqué « je suis musulman » ou « je suis catholique », ce serait interdit de la même façon. On n'a pas le droit d'avoir un signe d'appartenance religieuse. À partir du moment où c'est un vêtement qui n'est porté que par des gens qui ont cette origine ou cette religion, c'est un signe d'appartenance. Fin du film. Là où il n'a pas complètement tort, et on le verra plus tard, c'est qu'il y aura probablement des gens qui essaieront de contourner la règle et de contourner la loi. Probablement que ça arrivera, c'est ce que je disais tout à l'heure, le problème n'est pas complètement clos. Allez, on va sortir de ces débats, on va dire, vestimentaires, mais s'il y a évidemment beaucoup de symboles derrière cette décision. Peut-être sur le fait de voir comme ça deux ministres, cette sorte de zigzag. Pour des professeurs, comment c'est vécu ça, d'avoir une doctrine et puis 6 mois après, 8 mois après, quelque chose de presque inversé, que ce soit sur les programmes ou sur justement la vie quotidienne à l'école? C'est assez frustrant, mais on a la même chose quand on a un nouveau chef d'établissement qui arrive, c'est qu'il veut imposer sa marque. Donc il veut se différencier du précédent. Mais ce qu'on remarque, c'est sur tous les ministres depuis 20 ans, ils ont la même politique derrière. Donc sur ces choses très secondaires, on va avoir des différences. Mais sur la politique d'économie, de baisser le nombre d'heures des dotations horaires globales, sur le manque de moyens, etc., là, ils ont la même politique. C'est restreindre les embauches, restreindre l'augmentation du salaire avec le gel du point d'indice. Sur ça, ils ont une politique très nette. C'est-à-dire que vous, j'essaye de... Parce que là, c'est l'histoire d'une démotivation et finalement, vous vous êtes dit, moi, je veux plus de cette vie de prof. Oui, pas que, mais voilà, entre autres, oui. On ne va pas rentrer dans les détails, mais la première question que vous vous posez le matin en arrivant, c'est quoi? C'est est-ce que la classe sera chauffée en hiver? Est-ce que l'ordinateur va fonctionner? Enfin, c'est aussi basique, entre guillemets, et important que ça? Oui. C'est des choses toutes bêtes. Est-ce qu'on va me changer ma salle? Parce que changement de salle implique beaucoup de modifications. Et est-ce que je vais pouvoir faire cours dans des conditions décentes, rien que ça. Est-ce qu'il va pleuvoir dans ma salle? Parce que ça arrive aussi. Est-ce que l'AESH, qui est... C'est quoi l'AESH? Alors l'AESH, c'est l'adulte qui est l'aide aux élèves en situation de handicap, qui par ailleurs sont payés en dessous du seuil de pauvreté, il faut le rappeler, donc qui viennent aider les élèves en situation de handicap. Et si elle est là, donc j'en avais une l'année dernière qui m'a beaucoup aidé, il y avait un élève hyper actif qu'elle arrivait à cadrer. Moi, quand j'avais 28 autres élèves à gérer, je ne pouvais pas et ça devenait le bazar. Donc, est-ce qu'elle est là? Ouf, elle est là, je vais pouvoir faire cours plus facilement. Mais quand même, est-ce que votre salaire a été un des premiers critères dans votre décision? Non, je dirais que c'était plutôt le critère final. En fait, c'est un métier où on encaisse beaucoup de choses. On se dit, bon, les conditions de travail, les élèves par classe, ça augmente, c'est compliqué. Bon, ça fait 8 ans que je suis en région parisienne, j'ai pas envie de vivre là, c'est le jeu, mais ok, j'encaisse. Bon, les parents sont de plus en plus derrière nous, sur notre dos, à contester les notes, à contester les punitions. Bon, les élèves, c'est pas facile de les gérer, ils sont 36. Bon, et en plus, la société me méprise, et par-delà ça, je suis pas bien payé. Donc, c'est Luc Ferry qui disait ça hier. Juste, je cite l'ancien ministre de l'Éducation nationale qui disait que finalement les profs étaient des bourgeois qui vivaient comme des prolétaires. D'où cette frustration et donc ce départ et cette désaffection pour la profession. Vous êtes nombreux dans votre cas à vouloir partir. Et puis genre, je voyais dans la présentation de votre livre que c'est même un parcours du combattant de quitter l'Éducation nationale. C'est pas si simple. Oui, alors on est nombreux. Le nombre de démissions a augmenté de 528%. Ce n'est pas rien. Et on peine en plus à recruter. Donc il y a vraiment un désamour du métier. Et en plus, effectivement, vu qu'il y a cette pénurie de profs, on peut nous refuser notre démission. Parce qu'on ne pose pas une démission, on demande une autorisation à démissionner dans l'Éducation nationale. Et on peut nous la refuser. Et ça arrive régulièrement.
pour ce qu'on appelle nécessité de service, c'est-à-dire qu'il y a tellement de profs qu'ils ne peuvent pas les laisser partir. Mais sauf que moi, j'ai envie de partir, on ne va pas me forcer à rester. Si vous venez pas, qu'est-ce qui se passe? Alors je suis obligé de faire un abandon de poste, c'est-à-dire mettre les élèves en situation où ils n'ont pas de professeur pendant des semaines, les pénaliser, et peut-être que c'est une façon de échanges de courriers entre vous et la direction jusqu'à votre renvoi. Et évidemment, je perds tout droit au chômage et compagnie. Laurence Decoq, votre retour d'expérience sur ces... Voilà, là on a commencé par l'uniforme, ensuite l'abaya, on est sur peut-être des principes, peut-être pas le quotidien des profs. Est-ce que vous faites un peu le même constat que William Lafleur? Complètement. Moi, je suis absolument atterrée de ce qu'est en train de devenir l'éducation nationale. Moi, j'ai commencé à enseigner maintenant il y a pas mal de temps. Jamais on entendait parler de démission de collègues. On avait déjà des problèmes, on était déjà combatifs. Il y a une culture de la résistance. J'ai commencé en 97. J'étais bébé prof 97. Mais non, mais donc même voilà sur un temps finalement assez court, oui, bien sûr. J'ai vu la dégringolade. Et un livre comme celui-ci, j'ai pas souvenir d'avoir lu l'équivalent il y a 10 ans, il y a 15 ans. L'ex plus beau métier du monde. Ouais. Alors, mais voyez, c'est intéressant ce que dit William, parce que pourquoi est-ce qu'on n'abandonne pas son poste? Parce qu'en fait, ce métier, on l'aime quand même. On laisse pas 30 gamins. Vous êtes engagés. Voilà, c'est-à-dire que tout le discours aussi de la société sur ces profs absentéistes, parce que ça, c'est quand même dingue aussi, tout le discours sur le remplacement des enseignants. Juste, je termine. Allez-y. Tendrait à faire penser qu'on s'en fiche un petit peu. Voilà, on fait ce métier-là, comme ça, on va... on est tir-en-flanc, on va faire notre boulot, on n'a pas beaucoup d'heures, 18 Donc, ce heures, regard, c'est rien en fait, du tout. De la société sur vous, ça pèse. Voilà, alors qu'en revanche, moi, je ne connais pas d'enseignant qui se dit « bah non, c'est bon, j'abandonne mes élèves, rien à faire, etc. » Voilà. Ça reste. Et donc, ça veut dire aussi que les responsables de la décadence de cette institution et de la décadence du métier, de l'image du métier, c'est vraiment les politiques. Oui. Ce sont des choix politiques, ce ne sont pas les individus qui entrent dans le métier. Oui. Alors, on va revenir à la question sur les valeurs, les choix du gouvernement et d'Emmanuel Macron, puisqu'il y a ces critiques des syndicats de profs sur vision passéiste ou pas de l'école. Mais je voudrais quand même vous entendre sur cette question des moyens, parce que c'est vrai qu'on se dit, les politiques devraient ou auraient dû commencer par ça. Est-ce qu'on n'a pas finalement toujours été plutôt dans une logique d'économie? On pourrait avoir ce discours-là d'ailleurs sur l'hôpital aussi, appliqué à l'école. Oui, alors c'est pas qu'une question de moyens. Je pense, vous l'avez cité sur la baseline de votre livre, l'ex plus beau métier du monde. On pourrait quasiment dire la même chose pour le métier d'infirmière. Aujourd'hui, vous l'avez dit, il y a un problème d'attractivité et puis un problème de l'exercice du métier qui a changé. Vous me permettrez d'utiliser 2 préjugés, mais même encore ma génération, toutes les petites filles, elles voulaient être maîtresses ou infirmières. Parce que c'était des métiers qu'on idéalisait, sur lesquels on avait une vision particulière d'un beau métier qui était valorisé, etc. Aujourd'hui, on a perdu cette attractivité, l'envie de devenir enseignant ou l'envie de travailler dans le secteur de la santé est en train de tomber parce que l'image du métier... Je vais reprendre, pardon de vous interrompre, ce que disait Laurence Decoq. Quelle est la part de responsabilité des politiques? Et là, je ne vais pas pointer votre famille politique plus qu'une autre, mais quelle est la part de responsabilité collective des gouvernements qui sont succédés depuis des décennies? Je pense que c'est sur la deuxième partie qui est sur les conditions d'exercice qu'on offre à ces métiers. Alors, il y a peut-être une question de moyens, mais en même temps, quand on regarde aujourd'hui la vague de démission et depuis 2019, il y a une chute du nombre de candidats au poste et c'est pas forcément la période depuis laquelle le nombre de moyens par élève a baissé. C'est plutôt le contraire. On a moins d'effectifs, les effectifs baissent. C'est pas forcément. Quand on regarde les cours, c'est pas forcément primaire. C'est vrai que maintenant on a doublé les classes. Et c'est pas plus facile d'exercer le métier d'enseignant pour autant. Mais je pense que il y a quand même eu des progrès qui ont été faits. Vous l'avez dit un peu tout à l'heure. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile d'exercer le métier. Oui. On a des enfants qui sont aussi de plus en plus difficiles. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la question des AESH. Le malaise enseignant, il vient aussi des conditions d'exercice du métier. Alors, oui, par des moyens supplémentaires, humains vous dites c'est pas seulement ça. Non, c'est pas seulement ça. Bon. Si on pense que c'est qu'une question de moyens, on passe encore à côté du problème. Il y a vraiment une question d'organisation, il y a une question de management. On pourrait parler des questions des mutations, on en parlait tout à l'heure. Il y a aussi la mobilité qui va avec la fonction, qui devient une contrainte dans les nouvelles organisations familiales qu'on connaît aujourd'hui, qu'on connaissait pas il y a 30 ans en arrière. C'est vraiment les conditions d'exercice dans son ensemble. Les moyens permettent d'améliorer les conditions
conditions d'exercice dans certains cas, mais ce n'est pas qu'une question de moyens. Vous l'avez dit, la rémunération, bien sûr que les enseignants ont besoin d'être mieux rémunérés, mais comme vous l'avez dit, c'est rarement la première motivation des gens pour devenir enseignant, et c'est rarement la première motivation pour laquelle on quitte le métier. On a parlé de Gabriel Attal, mais c'est Emmanuel Macron qui donne le là, en quelque sorte, de cette rentrée scolaire. Il l'a fait dès la mi-août avec une longue interview chez nos confrères du magazine Le Point. Il y parle d'autorité, de l'instruction civique dont il veut doubler les heures de programme, des vacances trop longues qu'il voudrait écourter, notamment pour les élèves en difficulté. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les syndicats d'enseignants n'ont pas aimé cette interview. Ils dénoncent, je les cite, la vision passéiste de l'école d'Emmanuel Macron et s'inquiètent de la tonalité jugée conservatrice du discours présidentiel en matière d'éducation. Alors je voudrais vous entendre là-dessus. Est-ce que vous avez, j'imagine, lu cette interview dans Le Point, Laurence Decan, je commence avec vous. Est-ce que vous aussi vous dites que c'est un discours passéiste ? Ah oui. Pourquoi ? Alors, il est à la fois passéiste et en même temps novateur dans un sens qui n'est pas forcément le bon, mais il n'est pas que passéiste. Alors il est passéiste parce qu'il envoie effectivement des signaux du type instruction civique, rien que le terme. Instruction civique, on ne parle plus d'instruction civique depuis plus de 50 ans, hein. Donc on dit enseignement moral et civique maintenant. Oui. Instruction civique, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'école de Jules Ferry. Vous voyez. Donc il y a ça, bien sûr, le retour de l'autorité. De doubler le nombre d'heures consacrées oui, mais c'est la formule. L'instruction nous, on civique. La connaît, la formule. Oui. Vous voyez, instruction civique, vous voyez, ça vous fait un petit sourire. Ah, quand j'étais enfant, l'instruction civique. C'est ça, en fait, que ça réveille. Pareil pour la question d'autorité. D'accord, mais est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a besoin peut-être d'un peu plus je sais pas, d'heures de cours autour de ces questions de civisme dans les écoles françaises aujourd'hui ? C'est une autre question que vous me posez, mais le fait de renforcer parce que si on dit on va doubler les heures de programme, c'est parce qu'il y en a besoin potentiellement, si je me mets à la place du président. Instruction civique. Nous, on est un certain nombre à défendre l'enseignement moral et civique ou l'éducation civique. Instruction, éducation, c'est pas la même chose. Ça pourrait aussi être l'objet d'un débat. Donc vous me demandiez si c'était passéiste. On a effectivement plusieurs signaux qui montrent qu'effectivement il y a quelque chose de passéiste dans son discours. Mais dans les termes. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Par exemple, Emmanuel Macron, c'est aussi une vision de l'école très start-up. Donc l'innovation pédagogique qui va conditionner un financement plus important que dans une autre école. Et puis là, il y a une troisième chose qui s'est ajoutée, qui est passéiste, pas passéiste, j'en sais rien, mais dangereuse, ça c'est certain, c'est cette volonté de reciviliser, puisque le terme est utilisé dans l'interview du Point, à la suite des émeutes de juillet. Il dit, voilà, l'école va aussi servir un projet de recivilisation de la jeunesse. Et là, permettez-moi de vous dire que ça m'inquiète un petit peu. Voilà, que l'école soit mise au service de ce projet-là. Oui. C'est pas que passéiste, mais c'est pas non plus forcément très progressiste. Je vais vous poser une question sur la formation des profs dans un instant, liée à ces enjeux d'autorité. Mais qu'est-ce que vous en pensez quand Emmanuel Macron dit qu'il faut restaurer l'autorité des savoirs et l'autorité des maîtres? Ce sont les termes qu'il emploie. Là aussi, les mots ont leur importance. Oui, mais là aussi, on se gargarise un petit peu de mots. Moi, je vous rejoins. Vous citiez Luc Ferry tout à l'heure. Il avait une autre phrase. Luc Ferry, il disait que l'éducation doit toujours précéder l'instruction. L'éducation, c'est le rôle des parents. Et on a tendance à considérer que les parents délèguent à l'éducation nationale leur rôle d'éducateur. Le rôle de l'éducation nationale, c'est l'instruction. Co-politique, alors. Il faut les deux. Et c'est pas parce qu'on va augmenter des cours d'éducation civique ou morale à l'école que la situation va s'améliorer. Oui, il faut restaurer de l'autorité, mais c'est pas parce qu'on va faire des cours d'éducation civique en disant que l'autorité est importante qu'elle va s'appliquer comme par magie dans les établissements. Il faut des principes et il faut les faire appliquer, ces principes. C'est surtout ça. Et pourquoi on doit faire appliquer ces principes? Pour permettre aux enseignants de pouvoir faire leur travail, c'est-à-dire enseigner dans des bonnes conditions. Les principes, c'est quoi? C'est justement l'autorité, enfin, c'est le respect, c'est la discipline, c'est la laïcité. Pourquoi on fait tout ça autour de la laïcité, du respect, de la discipline? Tout simplement pour donner des conditions favorables aux enseignants pour enseigner. Et c'est le rôle de l'école, c'est d'enseigner. À mon avis, on lui a donné beaucoup trop de missions et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle a aussi des difficultés à faire son métier, c'est-à-dire à apprendre aux enfants ce qu'elle doit leur apprendre parce qu'on lui a confié toutes les tâches, celles qu'on donnait avant aux parents. Aujourd'hui, on doit éduquer à la sécurité routière, on doit éduquer à l'égalité entre toute forme d'égalité, au respect, à l'écologie, etc. On va peut-être même faire des examens là-dessus.
à un moment donné, il faut recentrer l'école sur ses missions et il faut redonner des conditions d'exercice aux enseignants sereines dans leur classe. Ouais, je voudrais votre retour d'expérience sur la formation, parce que vous racontez dans votre livre que voilà, vous avez des collègues qui venaient de passer le CAPES, ils disent super, des années et des années d'études, et puis la veille de la rentrée, ils disent mais moi je ne sais pas faire. C'est ça. Et vous racontez, il y a des anecdotes qui sont totalement aberrantes sur les instituts de formation des enseignants. Je voudrais que vous nous en racontiez une ou deux, quoi. Oui, alors c'est ce que j'ai vécu moi il y a 10 ans maintenant, mais je crois que ça a un peu évolué vu les retours que j'ai de collègues. Alors ça dépend évidemment des INSPE, parce que ça s'appelait IUFM avant, puis ESPE, puis INSPE, bon c'est la même chose. Se présenter à nos autres camarades en s'envoyant des ballons imaginaires et en disant notre nom, ou il fallait danser la laïcité. C'est du team building. C'est du team building. Danser la laïcité. Oui, alors allez-y. C'est extrêmement... J'ai pensé beaucoup de choses dans ma vie, mais pas la laïcité. Une tour avec des spaghettis et des chamallows. Ça, je pensais en racontant cette anecdote qu'on me dirait mais c'est fou. Et en fait, il y a plein de collègues qui m'ont dit ah je l'ai fait aussi, ah je l'ai fait il y a 20 ans, je l'ai fait il y a 10 ans. C'est pour nous apprendre la coopération. Mais c'est totalement lunaire. Je pense que si on répertorie tous les team building qu'il y a dans les entreprises, on tombe sur des activités aussi. Oui, bien sûr, mais là on est dans l'éducation nationale, on est dans un métier où moi j'ai des collègues, j'ai créé un groupe d'entraide entre profs. On est plus de 17 000, donc il y a une vraie demande. C'est uniquement pour les profs d'anglais. Oui. Et on en a à la veille de la rentrée qui disent personne ne m'a aidé à faire des cours. J'ai le CAPES, j'ai fait 2 ans de formation, je n'ai pas de cours à l'aide. Mais plutôt que de faire des tours en spaghetti, peut-être qu'on pourrait aider là-dessus. Mais sur cette question de l'autorité, par exemple, ça vous est arrivé vous le racontez, des menaces, une forme de violence verbale, jamais de violence physique, mais dans ces cas-là, vous allez voir le proviseur, qu'est-ce qui se passe ? Ah non. Non, même pas. Non, le proviseur, il est dans son bureau, il a autre chose à faire. Alors moi, dès le premier jour où j'ai enseigné, j'avais face à moi un élève, je fais l'appel, je le regarde, je dis son prénom, il me dit « Qu'est-ce que tu me regardes avec ta beubare ? Baisse les yeux ». Donc voilà, dès le premier jour, il me teste. Okay. Alors bon, il se trouve que j'ai un petit sens de la répartie. Je lui ai dit, mais si t'es jaloux de ma beubare, t'inquiète pas, ça va pousser dans quelques années. Le ton est un peu descendu. Mais ensuite, je suis allé voir le CPE, tout ça, pour demander qu'est-ce que je fais. Il m'a dit, j'ai hésité à l'exclure. Il m'a dit, mais tu as bien fait de ne pas l'exclure. Un élève ne doit être exclu que s'il y a un risque avéré de violence. C'est quand même assez limité. C'est au moment où on se fait Donc ça veut dire qu'on tolère, alors j'allais dire l'insulte, mais ça vous l'avez vécu aussi. Oui, contre qui que ce soit. On tolère l'insulte, on dit surtout, il y a eu ce hashtag pas de vague, vous l'avez vécu, vous pouvez en témoigner de ça ? Oui, bien sûr. Donc le pas de vague, c'est institutionnalisé, c'est l'idée que quand on subit une agression de la part d'un parent ou d'un élève, il faut surtout étouffer l'affaire. Et que si on s'en plaint à notre chef d'établissement, plutôt que nous aider, il va peut-être nous écraser. C'est-à-dire qu'il va nous dire « mais vous n'avez pas assez d'autorité, c'est de votre faute ». Ou « il vous a juste insulté, l'année dernière il a agressé quelqu'un, ça va, il y a pire. N'allez pas porter plainte, il fait des efforts ». Ce genre de choses. Donc ça, c'était un hashtag qui a été utilisé, je crois, 18 000 fois par des collègues pour parler de leur situation vraiment impossible à tenir. Et la réaction du ministère, ça a juste été de créer la loi pour l'école de la confiance et de renforcer le devoir de réserve, c'est-à-dire de museler les enseignants. Parce que si on les empêche de parler, alors le problème disparaît. Alors on va continuer d'analyser très vite parce que le temps a filé. Sur l'autorité, vous disiez, sur la formation des enseignants, où j'ai aussi beaucoup de témoignages, on explique aux enseignants en formation qu'aujourd'hui, un élève dans la classe qui a besoin de bouger, de se lever, etc., il faut surtout le laisser faire. Et donc, on prévoit même des espaces dans la classe où pendant le cours, il peut se lever pour aller faire d'autres activités parce qu'aujourd'hui, c'est prendre en compte les besoins de l'élève. Et parallèlement à ça, on parle de l'autorité de l'enseignant. Et ça, c'est dans les organismes de formation aujourd'hui, c'est ce qu'on enseigne aux enseignants. Allez, on va terminer sur d'autres annonces faites par le gouvernement, notamment Gabriel Attal. C'était ce matin sur BFM TV. Là, on parle de renforcer les savoirs fondamentaux. On écoute le ministre. On a besoin de renforcer dans notre pays ce qu'on appelle les savoirs fondamentaux. Les savoirs fondamentaux, c'est les savoirs qui permettent tous les autres. C'est le français et les mathématiques. Si vous ne maîtrisez pas la lecture, l'écriture, vous aurez du mal en histoire, géographie ou dans d'autres matières. Si vous ne maîtrisez pas les mathématiques, si vous ne savez pas compter, vous aurez du mal en physique, chimie et dans d'autres matières. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ? Un élève sur 3 qui rentre en 6e ne maîtrise pas pleinement les fondamentaux. Un élève sur 3 qui rentre en 6e a des difficultés de lecture, d'écriture ou de calcul. Et donc oui, j'ai dit que je voulais un choc des savoirs fondamentaux, c'est-à-dire mettre le paquet, renforcer notre action sur ces savoirs fondamentaux, notamment en primaire.
Gabriel Attal, je le rappelle, le plus jeune ministre de l'Éducation nationale de la Ve République, il a 34 ans. Est-ce qu'il a réussi sa rentrée, Laetitia? Écoutez, globalement oui, et je vais tout de suite vous dire pourquoi je dis oui et pourquoi je dis globalement, parce que ça dépend du point de vue que l'on prend. Alors au plan politique et médiatique, oui, c'est réussi. Pourquoi? Parce qu'il est partout depuis mi-août, on va dire. Il fait des déplacements et il a choisi de se présenter aux professeurs, au corps enseignant et puis au monde de l'éducation nationale, mais aussi aux Français, dans les habits du ministre de l'Éducation qui se déplace, qui va sur le terrain. Donc ce n'est pas uniquement de la communication politique, ce ne sont pas que des mots. Il se déplace encore aujourd'hui. Cet après-midi, il était avec Emmanuel Macron dans les Pyrénées-Atlantiques et il refuse de commenter l'action de ses prédécesseurs, Jean-Michel Blanquer, Pape Ndiaye. Lui dit juste, le message est très clair, il a dit qu'il allait délocaliser son ministère, il l'a dit au Figaro, pendant quelques jours, pour justement ne pas être le ministre qui prend toutes les décisions depuis Paris. Oui. Donc le message est clair, il dit au corps enseignant, je vais être à votre écoute et je vais être à vos côtés. Sur les questions de laïcité, on l'a dit, la première mesure, c'est l'interdiction de l'abaya. C'est lui, c'est Emmanuel Macron qui est aux manettes. Qu'est-ce que vous en savez de ça? C'est absolument pas Gabriel Attal. C'est une décision qui a été prise à l'Élysée. C'est Emmanuel Macron qui est aux manettes. Il l'a dit dans Le Point. Il l'a répété hier soir sur YouTube face à Hugo Travers. Il a dit que l'éducation nationale, l'école, était sa priorité. Il le dit aussi régulièrement dans tous les communiqués de presse que nous recevons, nous journalistes. C'est dit en première phrase, c'est la priorité d'Emmanuel Macron. L'école. Donc, pour Gabriel Attal, c'est pas si simple que cela, Thomas, parce que finalement, il se retrouve à 34 ans, oui, plus jeune ministre sous la Ve République de l'Éducation nationale, mais il est chaperonné par le président de la République. Est-ce que ça veut dire qu'en cas de discorde, c'est justement Emmanuel Macron qui reprendra la main, en quelque sorte, sur ces questions? Ce sera tout l'enjeu des prochains mois. Est-ce que, en fonction du dissensus, on va voir, si le dissensus est très très grand, a beaucoup d'ampleur, peut-être qu'Emmanuel Macron, le corps enseignant, oui, répondra directement ou se servira de Gabriel Attal comme éclaireur, voire comme chair à canon. Oui, on verra bien. Mais il nous reste quelques minutes, le temps a filé vite, ce qui est plutôt bon signe dans un débat. Laurence de Coq, sur ces savoirs fondamentaux là dont parle le ministre, est-ce que oui ou non, là aussi, on va essayer de prendre un peu de recul, ils ont été délaissés ces dernières années? Franchement, les premiers à avoir utilisé, peut-être je m'avance, mais en tout cas, de mémoire, celui qui a utilisé l'expression savoir fondamentaux, je crois que ça remonte à De Robien, donc on est au tout début des années 2000. Donc en fait, ça fait là aussi plus de 20 ans que c'est un discours qui revient régulièrement. Et sans doute, ça a été utilisé avant. Moi, j'ai rien contre le fait de dire que l'entrée dans la lecture, dans l'écriture et dans le calcul est fondamentale. Enfin, je veux dire, évidemment que c'est fondamental. La classe de CP, c'est une classe clé. Alors, c'est pas la classe la plus importante, mais c'est une classe clé dans laquelle un élève est censé apprendre les rudiments de la lecture et du calcul et de la logique mathématique. On est tout à fait d'accord avec ça. Donc, qu'il faille mettre le paquet sur ce type d'enjeu, c'est-à-dire sur le fait de faire entrer des enfants dans le savoir, dans la maîtrise de la lecture et de l'écriture, ça me semble vraiment de bon sens. Mais qu'on le fasse. Qu'on le fasse vraiment, c'est-à-dire qu'on recrute des enseignants et qu'on les forme comme il faut. Alors moi, je ne vais pas rentrer dans les débats, je suis beaucoup plus modérée sur la critique des INSPE parce que je crois qu'ils font vraiment ce qu'ils peuvent. Mais en revanche, ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'aujourd'hui, un étudiant qui veut devenir enseignant, en Master 2, puisque c'est un Bac+5, en Master 2, il doit remplacer, donc il fait un mi-temps, il doit faire un mémoire, il doit passer un concours. Ça n'est pas une formation, ça. Apprendre à lire à un enfant, ça s'apprend. Aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, dans certains quartiers populaires, jour de la rentrée, on en est au stade où c'est le remplaçant du remplaçant en classe de CP. Qu'est-ce qu'il va faire ? On recrute des profs en job dating au bout de 45 minutes. Comment est-ce qu'ils peuvent apprendre ? Il n'y a plus de candidats. Comment est-ce qu'ils peuvent apprendre à lire aux enfants ? Trouver des solutions. Malheureusement, j'allais vous redonner la parole, mais on me fait signe que non. C'est la fin du débat, donc je suis bien obligé d'interrompre cette émission. Merci à tous d'y avoir participé. C'était passionnant. Je vais rappeler les titres de vos livres. Laurence de Coq, École, qui est publié dans la collection Le mot est faible aux éditions Anamosa. Et puis William Lafleur, on en a parlé de votre livre L'ex plus beau métier du monde, qui vient de paraître chez Flammarion. Voilà, je vous dis à demain pour un nouveau numéro de Sens Public. On se retrouve tous les jours sur le canal 13 de la TNT, 18h et 22h. Belle soirée.